quand on voit ce qu'il y a de marqué dans le Talmud et qu'on se dit mince, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y en aurait qui se prétendraient au-dessus de tout le monde et qui auraient le droit de voler, violer, tuer des gens qui ne sont pas de leur religion? Pourquoi ceux qui ne sont pas de leur religion seraient leurs esclaves en fait? Et pourquoi ils croient à ça? Moi, je vois cette planète comme étant une planète école. Avant, je la voyais comme une planète prison. Aujourd'hui, je la vois comme une planète école. C'est signe que j'ai changé un petit peu de point de vue sur pas mal de choses. Mais dans cette planète école, je vois que c'est un peu comme une cour de récré. D'un côté, il y a ceux qui foutent le bazar, et puis d'un autre côté, il y a ceux qui veulent simplement s'amuser, jouer, être tranquilles. Et bizarrement, c'est toujours les mêmes qui foutent la merde un petit peu, en fait, j'ai l'impression. C'est ça qui est assez délirant. Et eux, par contre, ils ont toutes les excuses du monde, il n'y a pas de problème, mais c'est tout simplement parce qu'ils font du business absolument partout, ils sont implantés partout. Quand on voit, ne serait-ce que au sein de notre très cher gouvernement, que, que nous détestons tous, mais envoyons-leur de l'amour, c'est cadeau, ils ne le prendront pas de toute façon. Et ben, quand on voit comment dire, les orientations religieuses et politiques, on se dit, tiens, c'est bizarre, ils sont pas tous d'accord dans la politique, mais ils sont tous d'accord quasiment sur le même dogme. Et pourquoi? Alors que quand on prend leur dogme, en fait, ils sont tous d'accord pour écraser les goïs, donc les non-juifs. Et avec cette lecture-là, quand on a compris, quand on a vu écrit dans le Talmud que seul le juif a le droit d'être appelé homme, ben on reprend toutes les lois. On prend la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et on la traduit. Et là, on s'aperçoit qu'elle n'est pas bafouée du tout. C'est-à-dire que le citoyen, c'est un esclave, c'est un goy, et que l'homme, c'est le juif. Et donc les droits des juifs, eux, ils sont parfaitement respectés. Et c'est quoi leurs droits? C'est ceux qui sont dans le Talmud. Donc nous, en tant qu'athées, chrétiens, musulmans, etc., on n'a pas accès à ça. Du moins, on n'est pas instruit là-dessus. Et donc forcément, bah, on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, on est dans l'ignorance. Et quand on est dans l'ignorance, et ben tout d'un coup, il y a les programmes scolaires, les dogmes, les conneries, les dogmes sociétaux, et on se fait mener par le bout du nez. Et c'est comme ça qu'on nous vole notre histoire. C'est comme ça qu'on nous vole nos vies. Et c'est comme ça que bah, tous les jours, les gens se lèvent, ils vont bosser, ils rentrent chez eux, ils sont crevés, Bobonne, elle fait chier, ils se mettent les infos vite fait parce qu'ils ont peur de ce qui se passe dans le monde, ils ont peur du Covid, ils ont peur des conneries et du réchauffement climatique, et ils recommencent le lendemain, et toutes les semaines, et tous les mois, et tous les ans, jusqu'à la retraite. Et à la retraite, bah, c'est un programme qu'ils ont installé dans le crâne, donc ils continuent. C'est extraordinaire. Quand ils en ont une retraite. Oui, quand ils en ont une, s'ils ne meurent pas avant, je leur souhaite pas, évidemment, mais bon, voilà. Et quand ils vont à la retraite, bah, ils vont se faire retraiter, comme les vaches, passent à la retraite, encore. Pas mal. Et, Pas mal. et ils continuent de payer des impôts, de la TVA, des taxes et de nourrir cette société qui les a servis tout le temps. Et quand on voit cette société sur quoi elle est fondée, à proprement parler, c'est-à-dire bon, bah, les droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire les droits du juif et de l'esclave, eh bien on voit que bah, toute leur vie, ça tourne en boucle, encore, encore et encore. Est-ce qu'il y a un retour possible en arrière du législateur? C'est la question que je pose. Est-ce qu'on pourrait entamer un retour en arrière pour le retour de la démocratie, le retour de la cité et le retour du politique au sein de notre organisation et notre avenir? Est-ce que c'est possible, ça, Guilain, ou pas, selon toi? Oui, alors je vais te dire, je m'étonne moi-même, Nicolas. Hmm. Je te fais une confidence ce soir. J'en parle Hmm. des fois avec Ouais. Clémence sur Toxin. Ouais. Et Qu'on je salue, toute l'équipe de Toxin, bien on entendu. salue Mais voilà. Clémence chaleureusement. Ouais. C'est que il y a 2 ans environ, 1 an et demi, 2 ans, on commençait à parler, toi et moi, etc. Ouais. Je sortais à l'époque le référendum. J'étais finalement plus pessimiste qu'aujourd'hui. Alors, Hmm. j'essaie de m'expliquer. Moi, je voyais toujours, je suis juriste de formation, je m'intéresse, j'essaie de m'intéresser à la vie de mon pays tout de même. Hmm. Je me demandais, mais comment fait tomber un couvercle aussi lourd, Hmm. notamment que l'Union européenne? Comment faire tomber un couvercle Ouais. aussi consistant, aussi charpenté, avec des verrous dans tous les coins, des principes existants, des juges qui l'ont créé, des politiques, et puis la propagande, tu sais, l'Europe c'est la paix, donc t'es sceptique, t'es pour la guerre, l'Europe c'est la victoire, donc t'es sceptique, t'es pour Hitler, enfin bref, on connaît le registre pas très fin, je veux dire, Ouais. des contempteurs. Maintenant, en fait, plus je travaille, plus je rentre dans le détail, plus j'essaie d'ausculter verrou par verrou les petits Hmm. hommes, d'où ils viennent, etc. J'essaie de faire un travail qui, même parmi la communauté des juristes, n'est jamais fait, ou presque Ouais. jamais. Hmm. Je me dis, non mais attends, si ce Hmm. travail de déconstruction est réellement fait, Hmm. si tu montres
pièce par pièce, que ce n'est pas un grand principe qui est tombé. Ouais. C'est des gens qui, de façon, j'allais dire, presque nocive, ont consciemment, parfois juste par opportunité, ont voulu mettre en place ce système et l'ont fait pièce par pièce. Je ne vois pas comment demain, un politique qui se lèverait et crierait l'illégitimité, non pas seulement d'un couvercle, mais de tous ceux qui l'ont façonné et usiné, je ne vois pas en quoi après, tu ne fais pas tomber d'un coup l'ensemble du système. C'est impossible. Le problème pour moi, il est très simple, je te résume la chose. Très souvent, on s'attaque au système en disant on va faire tout tomber. Et là, je réponds, c'est facile de dire ça, mais il faut trouver des solutions. Mais si tu commences à bosser sur chaque cheville, chaque morceau, et que tu te rends compte qu'en fait, ton espèce de toi fou, de toi malade en quelque sorte, qui compose l'ossature de ta baraque, si tu te rends compte qu'en fait, si tu commences à gratter à droite, à gauche, que tu commences à virer un morceau et un autre, que tu te rends compte que tout ça, tu peux le décliner pièce par pièce, tu te dis au bout, mais en fait, j'ai la méthode. Je vais même la décliner pièce par pièce avec chacun des écrous que j'ai trouvés. Mais pour le faire, on ne peut pas juste y aller violemment en disant je casse tout, parce que ça n'entraîne personne. Il faut rassurer aussi, il faut que les gens comprennent qu'on peut le faire sans qu'il y ait de la casse, et surtout qu'on peut le faire parce que c'est à la fois légitime, rationnel et ouvert et possible. Si tu fais ce boulot-là, moi je pense tout à fait que c'est faisable. Plus je bosse, plus je lis, plus je construis. J'essaye vraiment de construire. Je crois que c'est jouable réellement de plus en plus. Et je pense d'ailleurs qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans quelques mois, plus précisément encore tous les deux. On le sait qu'aujourd'hui que la justice française, que la magistrature a une couleur politique. Ce qui n'empêche pas de trouver ça très bien que Nicolas Sarkozy soit condamné. Et par rapport aux autres politiques, parce que Dodo nous dit peut-être que les autres vont être inquiets, et puis quid des autres? Il y a tellement d'hommes politiques qui doivent être condamnés. Il suffit de reprendre toute la période de la crise sanitaire, de la période Covid, où là on a un paquet de gens qui devraient être condamnés. Effectivement, il faut que ça soit le cas. Mais ne boudons pas notre plaisir. Oui, également, c'est dangereux pour nous d'avoir une justice française avec une couleur politique. Et Dodo le sait très bien, il subit une répression et une censure qui est tout simplement inacceptable. Et oui, généralement, la justice s'attaque principalement, pour ne pas dire exclusivement, à nous. C'est vrai que c'est embêtant. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir le cul entre deux chaises. Mais il ne faut jamais oublier le bilan de Nicolas Sarkozy, qui fut un des plus grands traîtres à cette nation. Il parle de la Libye pour la droite française, qui est vent debout face à ce procès et à cette condamnation. Et qui est dans le même temps une droite qui est censée être anti-immigration. Bon, très bien. Leur rappeler que la Libye était le barrage des vagues migratoires. Et qu'en détruisant la Libye, eh bien, les vagues migratoires ont explosé. Et nous n'avons plus un pays tampon pour arrêter les centaines de milliers de migrants de traverser la Méditerranée. C'était également un crime, peu importe de ce que l'on pense du général Kadhafi. Ce n'est pas notre problème. Et Kadhafi faisait énormément pour la Libye, et c'était aux Libyens de décider de leur avenir, de leur sort et de leurs responsables politiques. C'était pas à nous d'y aller. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on a un pays en ruine. Et nous avons un pays, je pense aux gens de gauche, où l'esclavage a été remis. Il y a aussi d'autres personnalités politiques étrangères qui devraient être condamnées. À mon sens, s'il doit y avoir une condamnation des hommes et des femmes politiques, ça viendra du peuple. La justice et la magistrature aujourd'hui a une couleur politique, elle ne fera rien. D'ailleurs, c'est cette même magistrature qui, en association avec Macron, avait fusillé la candidature de Fillon à l'époque. Donc on sait très bien que la justice française, elle est infiltrée. Et elle est contre nous et contre la France. Et qu'aujourd'hui, la justice française et la magistrature a un poids beaucoup trop important et qu'il faudrait la dissoudre. C'est pour ça que si justice il y a, ça sera à nous de la rendre et non pas à la justice. On se rend compte qu'on est devant une maladie chronique. Si on était devant une maladie aiguë qui avait suivi les premières phases de Covid, ça irait. Mais non seulement il y a de nouveaux cas, mais aussi les anciens cas se chronicisent. Donc, ça nécessite un suivi, une prise en charge sociale, trouver des solutions aussi sur le plan professionnel, parce qu'une personne
Même si elle est mieux, elle ne va pas forcément pouvoir reprendre son travail du fait de cette saturation intellectuelle. Il va falloir un travail moins sollicitant. Donc, il y a toute une réflexion sociétale, médicale, mais aussi sociétale pour améliorer la vie quotidienne de ces patients, leur santé, leur vie quotidienne. C'est passionnant. Merci à vous trois d'avoir pris le temps aujourd'hui. Est-ce que, est-ce que vous voulez encore ajouter un autre argument à tout ce qu'on a dit? Je voudrais ajouter un point Allez-y. particulier sur la fatigue, qui est une espèce d'épuisement. Il faut savoir qu'on appelle ça effectivement des malaises post-effort, tout ce qui s'accompagne à l'effort. Pour un Covid long, l'effort, c'est pas seulement l'effort, aller courir, c'est pas monter un escalier, c'est aussi un stress. Il fait froid dehors, ça va me déclencher un malaise. J'ai été stressé, je me suis angoissé pour quelque chose, ça va déclencher un malaise. L'effort intellectuel déclenche des malaises, l'effort physique déclenche des malaises, le froid déclenche des malaises. Enfin voilà, on a l'impression que dès que l'organisme a besoin de consommer de l'énergie, dès que ça dépasse un certain seuil, le système s'effondre. Et le temps de récupération, il est beaucoup, beaucoup plus long que chez quelqu'un de normal. C'est-à-dire, en fait, les malaises peuvent durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 jour, 2 jours, 3 jours, où ils ne vont rien pouvoir faire d'autre que de rester couchés. C'est une forme très particulière, et quand on les interroge, ils décrivent très bien ce type de problème. Oui, et d'ailleurs, à ce propos, j'en profite pour dire que les patients peuvent s'autogérer et qu'en dehors des prescriptions médicales qu'on peut leur faire, le meilleur traitement, c'est justement apprendre à gérer son énergie pour la conserver et l'utiliser sans tout dépenser. Ça s'appelle le pacing. Et ça, c'est très important. Et c'est l'inverse de ce qu'on fait dans les burn-out. Pour les patients burn-out, on fait tout doucement une rééducation, une stimulation. Là, c'est l'inverse. Il faut apprendre aux gens justement qui de façon consciente, ressentent qu'ils ont peu d'énergie, qu'ils peuvent la dépenser, mais à bon escient, sans jamais aller à l'extrémité. Mais en réalité, derrière l'éducation positive, il y a un concept idéologique. Bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire, la première idéologie, c'est de s'approprier ce terme de positif comme si les autres éducations n'étaient pas positives. Hein, la première chose. C'est-à-dire qu'une éducation bienveillante comme il se doit, c'est-à-dire qui va pas dévaloriser l'enfant, qui va pas l'humilier, voilà, c'est une base solide. Il faut le rappeler parce qu'il y a des parents quand même qui sont pas tout à fait à la hauteur par rapport à ça, justement, qui rejouent leurs problèmes personnels et qui ont tendance à malmener leur enfant à ce niveau-là. Mais ça n'est pas la généralité, loin de là. Et un certain nombre de parents, de façon à la fois intuitive et en même temps, parce qu'ils sont pris dans cette qualité de vie, qualité de pensée de vie, vont apporter une éducation bienveillante à leur enfant, mais en posant un cadre. Quand c'est non, c'est non. Voilà. Et si ça te plaît pas, tu files dans ta chambre. Voilà. Hein. Ça, c'est une base fondamentale voilà. Et on ne lâchera pas. On ne lâchera pas par rapport à ça. Et il peut y avoir de la discussion, mais pas de la négociation. Hein. La négociation, elle vient plus tardivement, au moment de l'adolescence, effectivement, voilà, les heures de sortie, le temps d'écran, etc. Voilà, c'est des choses qui se négocient, qui se discutent à mesure que la maturité arrive et que voilà. Mais sur cette dimension-là, bienveillante et positive, voilà, et on construit un enfant et il se construit bien. Si par contre on verse dans cet excès qui va être de dire il ne faut jamais contrarier un enfant, il faut toujours aller dans le sens de ce qu'il dit et puis l'accompagner en espérant qu'il ait finalement une maturité que de toute façon il n'a pas. Et donc on anticipe sur une incapacité de l'enfant, c'est-à-dire qu'on le met en situation de danger parce qu'il va être sans repère. Voyez. Et à partir de là, qu'est-ce que fait un enfant qui est sans repère? Ben, il va manifester dans cette dimension-là avec une espèce de toute-puissance. Hein. Vous savez, on en parle beaucoup de ces enfants rois, de la toute-puissance infantile. La toute-puissance infantile, c'est quelque chose qui existe par définition à la naissance. C'est-à-dire, je veux le sein, enfin, bien sûr, c'est pas élaboré, mais je veux le sein, j'ai le sein. Hein. Ou le biberon. Voilà, il n'y a pas de recul par rapport à ça. Or, toute notre éducation, elle va permettre ce recul qui va être de
former, de formuler son désir et de ne pas être dans la toute-puissance et d'accepter la limite, la frustration, la façon de différer ce désir. Et dans cette éducation positive exagérée, il n'y a plus cette dimension-là, hein. Et donc, on se retrouve avec des enfants qui sont infernaux, hein, vraiment infernaux. Moi, j'en ai vu dans ma salle d'attente parfois, et y compris en tapant sur leurs parents, quoi. Voilà, il y En a quelque tapant chose sur leurs qui... parents. En tapant sur leurs parents, hein. C'est quoi la différence entre ce glutamate et les petits cubes, tu sais, les cubes de bouillon, pour pas citer de marque, tu sais? Est-ce que c'est C'est la là même où il y chose? en a le plus. C'est la même chose, en D'accord, fait. d'accord. Et là où il y a le plus de glutamate, tu l'as trouvé, c'est dans les bouillons cubes et dans tout ce qui est sachet, tu vois, en poudre pour faire des bouillons, en fait. Mmh. Il y a du glutamate de partout. Alors, le glutamate, c'est particulier parce qu'il n'y a pas forcément marqué glutamate monosodique sur les Ben non. ingrédients. Mmh. Il se cache derrière des codes. Mais il n'y en a pas qu'un en plus de codes. Il y a le 620, le 621, le 622, le 623, le 624, le 625. Tout ça, c'est des glutamates. Voilà. Et ça, vous allez trouver, voilà, tout ce qui est bouillon, sauce à l'emploi, et surtout aussi dans tous les chips, les biscuits d'apéritif. Tu vois, les Spring, Oui. je dirais pas quoi, tu vois. Oui, 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 C'est oui, plein, oui, c'est oui. café, là, tu vois, du glutamate monosodique, tu vois. Donc, il y en a de partout, dans les bonbons, les viennoiseries, enfin voilà. Sauf dans les produits bio. Le glutamate est interdit dans les produits bio. C'est déjà une bonne chose. Voilà. Alors, tu vas me dire pourquoi le glutamate en fait, est toxique, parce que c'est une molécule chimique qui a reçu une AMM. Mais la particularité du glutamate, c'est que notre corps en produit naturellement. Oui. Oui, oui. C'est un neurotransmetteur, tu vois. Mmh. C'est un neurotransmetteur excitateur, c'est comme la dopamine. Et donc, il joue un rôle aussi majeur dans tout ce qui est apprentissage, dans la mémoire. Donc, c'est très important. Mais notre corps le fabrique à partir des aliments, etc. Mais celui-là, en fait, c'est la version chimique. Et donc, c'est une excitotoxine, tu vois. Il stimule les cellules de cerveau en créant ensuite une dépendance, une forte dépendance. Quand notre corps en produit, il en produit modérément. Il en produit, je dirais, autant que on en a besoin. Mais là, comme on en prend, on en surconsomme, c'est comme tout, tu vois, le sucre, le sel, etc. Donc, on va le surconsommer et là, on va avoir des pathologies. Mais alors, j'ai pas pu, si tu veux, toutes les citer, tu vois, parce qu'elles sont vraiment multiples. Donc, on associe des maladies neurodégénératives, tu vois, les cancers. Donc, il y a aussi des maux plus anodins comme les migraines, les nausées. On peut avoir de la migraine quand on sort des fois des restaurants chinois, etc. le lendemain, tu vois. Il y a les troubles intestinaux, tu vois, même les troubles visuels. Il y a aussi l'hyperactivité, énorme l'hyperactivité.